L'Odyssée, chapitre 11. Le retour d'Ulysse. Épuisé par ces terribles aventures, Ulysse s'était endormi sur le bateau des Phéaciens qui le ramenait vers sa patrie. Lui qui avait affronté tant de dangers s'était senti pour une fois en sécurité. Et alors, il avait osé s'abandonner au sommeil sans inquiétude. « Laissons-le dormir » avait décidé le capitaine du bateau, « et déposons-le sur la plage. » Aussitôt, les hommes de l'équipage l'avaient soulevé délicatement et porté sans le réveiller à l'ombre d'un olivier gigantesque. « Partons le plus vite possible » avait ordonné le capitaine. « Il est préférable de ne plus nous mêler de la vie de cet homme. Par sa faute, bien des gens ont péri et bien des malheurs se sont abattus là où il est passé. Laissons-le à présent affronter son destin tout seul. » Les Phéaciens savaient que l'île d'Ithaque était agitée par des complots et que la vie n'y était plus aussi douce qu'autrefois. Aussi, revenus sur leur navire, ils s'étaient éloignés avec soulagement. Ils ignoraient que Poséidon veillait et que sa vengeance serait terrible. Ils avaient eu l'impression d'échapper à un grand danger en fuyant Ithaque. Ulysse dormit 2 jours et 2 nuits d'affilée, et Athéna, qui veillait sur son sommeil, éloignait de lui tous ceux qui auraient pu le découvrir. Mais Athéna était farceuse, et comme elle aimait bien la compagnie d'Ulysse, elle décida de lui jouer un tour pour se distraire avec lui. Elle commença par changer le paysage, de manière qu'Ulysse ne reconnaisse pas son île lorsqu'il se réveillerait. À la place des oliviers et des vignes, elle fit pousser des sapins et de sombres forêts. Elle transforma les verts pâturages en rochers noirs, et les troupeaux de moutons et de chèvres en oiseaux de proie, les cabanes de pêcheurs en forteresses menaçantes, et les bergers en géants africains. Satisfaite du décor, elle se promena longtemps, rectifia quelques détails au passage, plantant un cactus par-ci par-là, changeant un bateau de pêche en requin. Puis, quand elle considéra que son décor était parfait, elle décida de se déguiser elle-même en berger pour aller réveiller Ulysse et parler avec lui sans être reconnue. Prudent, Ulysse examina le paysage autour de lui, et, ne reconnaissant pas son île, il pensa qu'il était tombé une fois de plus en territoire ennemi. Aussi, lorsque le berger lui posa des questions sur sa présence en ce lieu, il commença à inventer une de ces belles histoires dont il avait le secret et qui lui avait permis de se tirer des plus terribles situations. Il raconta qu'il était crétois. « Mais, dit-il, j'ai tué le fils de notre roi en combat singulier, et pour échapper à la vengeance des miens, j'ai fui sur un navire de Sidon. Cependant, bientôt nous fûmes attaqués par des pirates qui me capturèrent afin de me vendre comme esclave en pays inconnu. Après avoir fait sombrer le navire et combattu tout l'équipage, j'ai réussi à m'enfuir. J'ai été recueilli par un autre navire qui n'a pas voulu me garder à bord et m'a débarqué de force ici. Pardonne-moi, noble berger, mais je n'ai pas l'intention de m'aventurer sur ton territoire, et dès que je le pourrai, je reprendrai la mer. » Athéna s'amusa follement en écoutant le récit d'Ulysse et admirait une fois de plus l'habileté de son protégé. « Mais dis-moi donc, noble berger, poursuivit Ulysse, quel est le nom de l'île où l'on m'a débarqué? Quel est le nom de ton peuple ?» À ces mots, Athéna eut un grand éclat de rire et ne put contenir plus longtemps son secret. « Mais cette île est la tienne, ô Ulysse, magnifique menteur !»« Impossible, protesta Ulysse, mon île est la plus belle de toutes, celle-ci est sombre et inhospitalière. » Alors Athéna rejeta en arrière le capuchon qui lui voilait le visage, et en riant, elle esquissa un grand geste de la main. Aussitôt, le paysage autour d'Ulysse reprit son aspect habituel, et les oliviers, les vignes, les cabanes de pêcheurs et troupeaux de moutons réapparurent. Ulysse était émerveillé. Il reconnut alors Athéna, sa déesse bienveillante, et se mit à rire avec elle. « Je me croyais suffisamment malin pour te reconnaître sous n'importe quel déguisement, Athéna, » dit Ulysse. « Mais je vois que tu es encore plus maligne que moi. » Ce compliment alla droit au cœur de la déesse, et elle en aima Ulysse encore davantage. Elle le prit par la main et l'entraîna dans une caverne où elle avait entassé tous les cadeaux que les Phéaciens avaient déposés sur le rivage lorsqu'ils avaient débarqué Ulysse. Il y avait là des coffres remplis d'or, des habits précieux et des bijoux. « Me voilà donc riche !» s'écria Ulysse. « Je vais pouvoir reprendre ma place sur le trône et rendre mon peuple heureux. » Mais Athéna l'arrêta. « Non, Ulysse,
dit-elle tristement. Les choses ne sont pas si simples. Je ne peux pas t'expliquer tout à présent, mais, crois-moi, pour l'instant, il est préférable que tu ne fasses pas connaître ton retour. Mais pourquoi s'impatienta Ulysse. J'ai erré 10 ans sur la mer, combattu 10 ans à Troie. Il est temps que la malédiction cesse. Hélas, je ne peux rien te dire encore, mais fais-moi confiance, ami. Bientôt tu retrouveras ta place, et si tu écoutes bien mes conseils, tout d'abord, laisse-moi te déguiser en mendiant, et ne me pose plus de questions. Ulysse laissa donc Athéna le vêtir de haillons. Comme la déesse était habile, elle s'arrangea pour enlaidir le beau visage de son protégé, avec de fausses cicatrices et des plaies. Elle lui noircit les pieds et les mains pour lui donner un aspect encore plus misérable. Puis elle l'emmena avec elle jusqu'à la cabane d'un vieil homme qui s'appelait Eumée. Eumée était le porcher du palais, et Ulysse le reconnut tout de suite. Il aimait beaucoup le vieillard, et se serait jeté dans ses bras en sanglotant si Athéna ne l'avait retenu en tirant discrètement ses haillons. Mais, dit-elle, voici un vieux soldat qui a combattu aux côtés d'Ulysse pendant la guerre de Troie. Cet homme voudrait savoir qui gouverne à présent Ithaque en l'absence de ton chef. Ulysse, s'écria le porcher, tu as donc vu Ulysse de tes yeux. Béni sois-tu, vieil homme, entre et viens partager mon pain. Hélas, hélas, qui nous rendra jamais notre bon maître? Depuis son départ, Ithaque est sans dessus-dessous et les malheurs les plus terribles s'abattront bientôt sur nous, car les vautours se sont groupés autour de son trône. Mais, demanda le mendiant sans se faire reconnaître, Ulysse avait bien un fils. Oui, et un brave enfant. Télémaque est maintenant assez grand pour monter sur le trône. Malheureusement, les vautours s'abattront bientôt sur lui, car ils sont nombreux ceux qui veulent gouverner à la place d'Ulysse. Ainsi, j'ai appris un secret aujourd'hui même. Ils ont décidé d'assassiner Télémaque. Le jeune homme est parti il y a 3 jours à Sparte pour demander au roi Ménélas des nouvelles de son père. Eh bien, ils ont décidé d'assassiner l'enfant dès son retour. Et quand aura lieu le retour de l'enfant? Demanda Athéna. Dans 3 jours, jeune berger, hélas, 3 fois hélas. À ces mots, Athéna prit congé poliment. Elle demanda à Eumée s'il acceptait de garder son ami le mendiant sous sa protection et lui promit une récompense s'il acceptait. Eumée, qui était généreux, déclara que le mendiant serait ici comme chez lui. Rassurée, Athéna s'éloigna sur la plage, et lorsqu'elle fut hors de vue, elle ôta son costume de berger et s'envola à toute allure en direction de Sparte pour prévenir Télémaque du danger qui l'attendait. Eumée installa Ulysse devant une assiette de soupe chaude, puis il prépara une botte de paille en guise de lit. Eumée n'était pas riche, mais c'était un brave cœur et un sage, et Ulysse se promit que lorsqu'il aurait retrouvé son trône, il le récompenserait largement. Le vieux porcher vivait seul, à l'écart de tout le monde, et s'occupait seulement de ses porcs. C'est pourquoi, à Ithaque, on le méprisait, et personne ne s'aventurait à lui rendre visite. Ulysse était donc en sécurité. Ce soir-là, Eumée était heureux d'avoir un compagnon. Enfin. Et Ulysse n'eut aucun mal à lui faire raconter tout ce qu'il voulait savoir. D'autant plus qu'il laissait entendre au vieil homme que le roi d'Ithaque était sur le chemin du retour. Ulysse serait de retour, s'exclama Eumée, les larmes aux yeux. Quel bonheur! Alors les querelles cesseront, enfin, et notre île retrouvera sa paix. Les querelles? Demanda Ulysse. Oh oui, mendiant, tu ignores sans doute comment Ithaque, la bienheureuse, est devenue Ithaque l'empoisonnée. Par la faute de certains princes à l'ambition épouvantable, ils ne sont pas moins de 112 à se battre pour prendre la place de notre maître. Eumée expliqua alors tout ce qui s'était passé pendant 20 ans, et Ulysse comprit pourquoi Athéna lui avait conseillé la prudence. Lorsque les princes avaient appris qu'Ulysse n'était pas revenu de la guerre de Troie, ils étaient venus s'installer au palais et courtiser Pénélope, sa femme, en espérant ainsi devenir roi d'Ithaque. Chacun d'eux avait essayé de la séduire, mais aucun n'avait réussi, car Pénélope espérait toujours revoir son époux. À ce moment-là, Ulysse soupira, et des larmes perlèrent à ses yeux.
Tu pleures, mendiant, tu as raison. Notre reine Pénélope est une femme admirable, dit Eumée. Lorsqu'elle a vu qu'elle ne pourrait pas refuser éternellement un nouvel époux, elle a eu une idée magnifique. Pénélope avait décidé de jouer un tour aux 112 prétendants et elle les réunit un jour pour leur annoncer la nouvelle. J'ai décidé d'épouser l'un de vous. Enfin, dit-elle, mais je ne peux le faire avant d'avoir achevé mon ouvrage. Je tisse présentement le linceul qui devra entourer le corps de mon père lorsqu'il mourra. Vous ne pouvez pas interrompre cette tâche importante, par respect pour la volonté des dieux. Aussi, je vous promets que je choisirai l'un de vous dès que mon tissu sera terminé. Et elle travaillait avec application chaque jour sous les yeux avides des princes. Mais la nuit, elle se relevait et défaisait en cachette tout ce qu'elle avait fait pendant le jour, de sorte que le matin, lorsque les prétendants venaient s'informer de l'avancement de son ouvrage, ils la trouvaient toujours au même point. Plusieurs d'entre eux protestèrent, mais Pénélope travaillait avec tant d'ardeur qu'ils ne pouvaient rien lui reprocher. Aussi choisissait-il d'être patient. Ils patientèrent ainsi pendant 10 années. Pendant ce temps, le jeune Télémaque, fils d'Ulysse, grandissait. C'était maintenant un beau jeune homme, et il arrivait en âge de devenir roi. Alors les prétendants s'inquiétèrent et commencèrent à comploter contre lui. C'est ce qui explique le plan qu'ils avaient mis au point. Dans 3 jours, à son retour, Télémaque serait assassiné lorsqu'il descendrait de son navire. En apprenant cette nouvelle, Ulysse le mendiant se mit à pleurer et se tordit les mains, ce qui le rendit encore plus sympathique aux yeux du vieil Eumée. « Je comprends ton chagrin, mendiant, dit-il, il est pareil au mien. Longtemps j'ai cherché un moyen de déjouer ce plan, mais que puis-je faire, moi, pauvre porcher ?» « Aie confiance, mais... » dit alors Ulysse, « les dieux ne peuvent abandonner les innocents. Peut-être pourrais-je déjouer les plans de ces princes. » Eumée se mit alors à rire tristement. Il disait qu'un pauvre mendiant n'était pas de taille à affronter 112 princes, et il conseilla à Ulysse de se coucher et d'oublier tout cela. Mais le lendemain, Athéna, toujours déguisée en berger, vint chercher Ulysse. Et après avoir remercié le vieil Eumée, elle quitta la cabane et entraîna Ulysse avec elle vers une autre plage de l'île, un endroit secret où les bateaux ne débarquaient pas d'ordinaire. « J'ai ramené ton fils Télémaque en secret, dit-elle. Il ne sait pas que tu es ici. Je lui ai réservé la surprise. » Télémaque venait d'aborder une plage où les princes ne risquaient pas de le découvrir. Prévenu par Athéna, il était rentré 3 jours plus tôt que prévu grâce au vent favorable que la déesse avait fait souffler dans ses voiles. Lorsque Ulysse ôta son capuchon de mendiant et que Télémaque le connut, les 2 hommes se jetèrent dans les bras l'un de l'autre en sanglotant. « Mon père, mon fils, ah papa !» Mais Athéna ne leur laissa pas le temps de s'attendrir. Elle leur rappela le danger qui menaçait également Pénélope et tout le peuple d'Ithaque, et leur rappela la dure bataille qu'ils auraient à livrer. « C'est juste, dit Ulysse. Télémaque, mon fils, il nous faut établir un plan pour nous débarrasser de ces vermines. » Ils réfléchirent toute la journée et toute la nuit. Athéna se garda bien d'intervenir, car en bonne déesse, elle aimait observer d'abord si les hommes pouvaient se débrouiller seuls. Le lendemain, au lever du jour, Ulysse et Télémaque avaient mis au point un plan qui séduisit beaucoup Athéna, parce que justement, il ne faisait pas appel à son aide. Ulysse et Télémaque se séparèrent. Il avait été convenu que Télémaque rejoindrait le palais, prenant ainsi les prétendants par surprise, de sorte que personne n'oserait l'assassiner au vu de tout le peuple.